All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon to everyone. We will continue now with the submissions of the defense. Madame la Présidente, en l'espèce. Et nous sommes encore plus convaincus, après avoir entendu ce que nos collègues avaient à soumettre ce matin, qu'il s'agit d'une manière efficace de réparer le préjudice subi suite au crime de persécution, compte tenu du nombre potentiellement élevé de bénéficiaires tel qu'il a été discuté par mes collègues. Et je m'en tiendrai à 3 points en support de cette position. Dans un premier temps, le fait que cette approche ne nécessite pas de procéder à une évaluation individuelle de l'éligibilité, comme ça a été le cas dans l'affaire Almadi pour les réparations collectives, cela a pour avantage d'éviter des longs délais et des coûts extensifs durant la phase de mise en œuvre. Il est important que l'argent qui sera octroyé dans le cadre des réparations par la Cour puisse aller aux victimes et non que cet argent soit investi dans le processus administratif long et laborieux. Dans un deuxième temps, cette approche permet également d'éviter de créer un ressentiment à l'intérieur même de la communauté et ainsi favoriser la réconciliation. Dans un troisième temps, cette approche pourra reposer sur l'adoption de présomptions de fait et cela contribuera à une approche qui sera potentiellement plus holistique et transformative. Et dans la même veine, cela permettra une ouverture à remédier au préjudice qui a été causé aux victimes de violences sexuelles et basé sur le genre, sans excéder les limites du jugement contre M. Alassane et sans lui en faire porter la responsabilité. Donc, tout d'abord, si nous observons l'expérience passée, où des réparations ont été octroyées sur la base individuelle dans un cadre collectif, nous pouvons nous référer à l'affaire Taganda. Dans cette affaire, les réparations collectives avaient une composante individuelle qui engendrait en quelque sorte des droits aux réparations qui étaient aux individus à l'intérieur de la communauté. Cependant, en mars 2024, le Fonds a alerté la Chambre de ses préoccupations en ce qui concerne la durée du processus, considérant que le Fonds n'avait toujours pas terminé d'identifier et de vérifier l'identité des bénéficiaires potentiels, soit 3 ans après que la Chambre d'appel ait confirmé le verdict à l'encontre de M. Taganda. Et en mars 2025, la Chambre confirmait que le nombre de victimes ayant été considérées éligibles jusqu'à présent était de 1549,
et je fais référence à la référence 1 dans la table d'autorité. Le processus d'identification est toujours en cours. Il faut imaginer ce que cela pourra signifier si on applique une telle approche qui a été adoptée dans l'affaire Taganda, où les chiffres sont beaucoup plus bas que ceux qui ont été donnés par les parties ce matin. Et adopter une telle approche selon laquelle la participation aux réparations collectives repose sur l'appartenance à la communauté et non sur le statut de victime individuelle, qui ne nécessite pas une évaluation individuelle de l'éligibilité, permettra donc à la Cour de réduire les délais et les coûts indus. Il faut également noter que la Chambre, dans l'affaire Katanga, a noté que les réparations à titre collectif permettent de maximiser l'efficacité des ressources disponibles, qui sont déjà limitées, et encore plus aujourd'hui. Je fais référence 3. Et cette approche va aussi permettre de réduire les risques d'usurpation de l'identité et de fraude. Considérant que le Fonds a signalé, encore une fois, dans l'affaire Taganda, que certaines personnes usurpaient l'identité de bénéficiaires afin de pouvoir participer au programme de réparation. Le Fonds a dû mettre en place une procédure d'évaluation renforcée et des mécanismes additionnels pour remédier à ce problème. Donc, une approche collective basée sur un droit collectif et un préjudice commun permettrait d'éviter potentiellement ce genre de fraude et d'éviter d'ajouter des étapes ou des mécanismes additionnels d'évaluation des demandes qui pourraient avoir comme résultat d'engendrer des coûts et des délais supplémentaires. Et ainsi, je répète, focusser l'argent sur la réparation des communautés et la réparation du préjudice subi par les bénéficiaires et non investir cet argent dans le processus. Et enfin, c'est un sujet que certains de mes collègues ont mentionné aujourd'hui. Nous invitons la Chambre à prendre en compte les obstacles qui sont liés à l'insécurité. Dans l'affaire Taganda, un grand nombre de bénéficiaires restent encore non localisés, notamment en raison de l'insécurité qui existe dans la région et les nombreux déplacements de population dus aux divers conflits. Référence 4. Le Fonds a rencontré des difficultés à établir un contact avec les potentiels bénéficiaires pour leur faire remplir le formulaire, pour ensuite pouvoir procéder à l'éligibilité de ces potentiels bénéficiaires, ce qui est même parfois impossible. De plus, la Chambre a noté dans l'affaire Almadi que la question de la sécurité était un obstacle tant pour le dépôt des demandes de participation aux réparations que pour étayer ces demandes à l'aide de documentation. Référence 5. Ces difficultés existent encore aujourd'hui au Mali. VPRS, le greffe et le Fonds ont d'ailleurs souligné ces mêmes obstacles dans leurs observations dans la présente affaire. Référence 6. Le fait de devoir remplir et déposer des demandes de réparation pour une large partie de la population de Tombouctou sera potentiellement un exercice laborieux et quasiment impossible dans les circonstances présentes en ce moment dans le nord du Mali. Dans un deuxième temps, cette approche sera plus favorable à la réconciliation et au vivre ensemble à Tombouctou. En effet, un focus sur le préjudice subi par la communauté plutôt que le préjudice subi individuellement permettra à un plus grand nombre de la communauté d'avoir accès aux réparations et ainsi d'éviter de créer des tensions au sein même de la communauté. Et comme l'a souligné ma collègue, cela permettra aux personnes à Tombouctou, à l'extérieur de Tombouctou et aux différents groupes vulnérables d'avoir accès de manière égale aux réparations. Dans l'affaire Almadi, la Chambre a également rappelé que, et je cite, « Dans la mesure du possible,
les réparations sont mises en œuvre d'une manière qui tienne en compte du sexe et de la culture et qui n'exacerbe pas, voire même qui règle toute situation discriminatoire préexistante, refusant l'égalité des chances aux victimes. Référence 9. Et de la même manière, la Chambre d'appel a fait ce rappel dans l'affaire Lubanga. Référence 10. À titre d'exemple, nous soulignons que, selon la preuve qui a été produite au procès, la population arabe représentait la plus large partie de la population de Tombouctou durant la période visée par le jugement. Référence 11. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, et ce document ne doit pas être montré en public, environ 32 des individus qui ont fait l'objet des jugements du tribunal islamique étaient soit d'origine arabe, soit d'origine touareg. Alors que nous notons que seulement 4% de ces groupes sont représentés dans le sondage Le SenseMaker qui a été conduit par le Fonds. Il faut aussi souligner qu'il y a eu un certain changement dans la composition de la population de Tombouctou à la suite de 2012, puisqu'une partie significative de la population touareg et arabe ont fui en janvier et en février 2013. Référence 12. Donc, nous soumettons à la Chambre qu'il est essentiel de prendre en compte tous les groupes ethniques de Tombouctou et d'éviter de se centrer sur les victimes d'une seule origine ethnique et leurs besoins spécifiques en termes de réparation, afin d'éviter de créer des écarts marqués entre les différents groupes qui composent la population de Tombouctou. Cette approche permet de mettre l'accent sur les besoins de la communauté aujourd'hui, mais aussi, comme l'a mentionné mes collègues, les communautés qui composaient Tombouctou en 2012, qui sont maintenant situées dans d'autres régions du Mali ou même à l'extérieur du Mali. Et ainsi, d'adresser les discriminations systémiques existantes dans la communauté de Tombouctou et redresser toutes les populations. Dans un troisième temps, l'adoption de certaines présomptions de fait aura comme effet de faciliter le processus de mise en œuvre des réparations et d'accorder un accès un plus large, à un plus large nombre de potentiels bénéficiaires. Et la défense est en soutien avec l'adoption de présomptions de fait. Notamment dans l'affaire Lubanga, la Chambre a établi qu'il n'est pas nécessaire d'évaluer et d'examiner le préjudice subi de chaque individu de manière spécifique. Et considérant les obstacles qui existent dans la présente affaire et le fait qu'il s'agit de redresser un préjudice commun à la communauté de Tombouctou, nous sommes d'avis que des présomptions de préjudice sont en l'espèce appropriées. Cela permettra également d'éviter de potentiellement retraumatiser les bénéficiaires en exigeant une preuve du préjudice subi. Et nous soutenons que le Fonds, avec son expertise et avec l'assistance des représentants légaux des victimes et du greffe, ont déjà les informations nécessaires concernant les groupes qui comportent des vulnérabilités spécifiques et leurs besoins particuliers pour pouvoir mettre en place des programmes adaptés à ces groupes de vulnérabilité à l'intérieur même de la communauté de Tombouctou. Et de plus, nous soutenons également que la proposition du greffe à la référence 14, qui concerne l'adoption d'une présomption d'éligibilité pour les victimes qui démontrent un lien suffisant avec Tombouctou, est également adaptée à la situation en l'espèce, comme elle permettra de prendre en compte la population de Tombouctou actuelle, mais également les individus qui ont fui la ville de Tombouctou, telle que discutée. Et cette approche et l'avantage de cette approche qui est de réparer le préjudice commun et de pouvoir réparer les groupes plus vulnérables à l'intérieur de la communauté et que cette approche permet aussi d'adopter des projets qui peuvent prendre en compte les préjudices résultant des violences sexuelles et basés sur le genre. Et nous proposons deux possibilités.
d'inclure et de remédier à ce type de préjudice qui respecterait l'étendue de la responsabilité de M. Alassane. Notamment si c'est à l'intérieur de l'ordonnance de réparation, le fait de traiter des besoins particuliers de certains groupes de la communauté dans le cadre de réparation collective favorisera l'adoption de projets adaptés à ce type de préjudice, comme il a été notamment le cas dans l'affaire Almadi, qui n'avait pas été condamné pour des crimes de violence sexuelle, mais où le fonds a été en mesure de mettre en place certains programmes qui étaient adaptés, notamment pour prendre en considération les vulnérabilités ou les vulnérabilités préexistantes des femmes et des filles à l'intérieur de la communauté de Tombouctou. Et nous supportons également, comme nos collègues l'ont mentionné aujourd'hui, l'inclusion d'une approche qui sera intersectionnelle et qui respectera une perspective de genre dans l'ordonnance de réparation. Une deuxième manière de pouvoir remédier à ce préjudice est l'adoption dans l'ordonnance de réparation d'une recommandation au fonds d'utiliser son mandat d'assistance, comme il a d'ailleurs été fait dans l'affaire Lubanga et Katanga, malgré que ces derniers n'avaient pas été condamnés pour des crimes de ce type et que leur responsabilité financière ne pouvait pas être engagée à cet égard. Et le fonds a suivi ces recommandations et ont mis en place certains programmes sous leur mandat d'assistance. Maintenant, en ce qui concerne la présomption de préjudice transgénérationnel, la défense ne s'oppose pas à son application qui s'incorpore très bien dans une approche où il s'agit de réparer la collectivité et le préjudice commun. Et je vais en venir à mes observations, je vais en venir à ma conclusion. Il est primordial que le processus soit local et durable et basé sur un modèle qui va répondre aux besoins présents sans compromettre un processus viable à long terme. Et la communauté de Tombouctou a souffert du retrait des organisations internationales, de la MINUSMA. Et la situation sécuritaire et politique en ce moment fait en sorte que la communauté ne peut pas dépendre des organisations internationales, mais doit dépendre des processus locaux et qui viennent de la population elle-même. Enfin, nous comprenons que cette audience est une opportunité de donner nos dernières observations, mais la pratique de la Chambre en termes de réparation démontre qu'il s'agit d'un processus qui est dynamique et qui est continu, et nous voulons réitérer notre position, la position de la défense, que nous avons la volonté de continuer à contribuer de manière collaborative et positive au processus de réparation. Et c'est la position que nous avons transmise à nos collègues et que nous transmettons à la Chambre, que nous souhaitons trouver la solution qui sera la plus efficace et qui sera bénéfique pour les victimes tout en respectant les limites du jugement à l'encontre de M. Alassane. Je vous remercie. Ça complète les soumissions de la défense. Merci beaucoup pour cette submission. Thank you to all the parties and participants for those submissions, which have been very helpful for the Chamber. The Chamber is now going to put some questions on matters that we consider require some additional clarification or more information. And I would ask all the parties and participants to please respond very focused on the question that has been posed and to respond directly to that and not to enter into resubmissions, if I can put it that way. So we're going to begin those questions. I will turn to my colleagues first. Judge Flores, I understand you have some questions. Yes, thank you very much, Judge Prost, and thank you also to all the parties and participants for their submissions today. I have some specific questions, and the first is addressed to the legal representative of victims. And Mr. Zita, I think in your submission today in the morning, 10:10, you stated that you advocate for the adoption of an order granting a symbolic amount to all eligible victims.
And my question is, by eligible victims, you are referring to both direct and indirect victims for all crimes? Madame la Présidente, Madame la Juge, Monsieur le Juge et Madame la Juge, si vous permettez, je vais me permettre de répondre en espérant que la réponse sera satisfaisante, donc de répondre à votre question. Notre approche a toujours été extrêmement pratique en identifiant à chaque fois les victimes éligibles, d'un côté pour les victimes de persécution et de l'autre côté pour les victimes effectivement des autres crimes sous réserve de la question effectivement de l'éligibilité de ces victimes-là. Donc, partant effectivement de la réparation que l'on va appeler la réparation symbolique, donc un montant symbolique effectivement sur lequel il a été plaidé ce matin, quand nous avons dit toutes les victimes éligibles, c'est effectivement les victimes directes et indirectes, mais c'est en tout cas, puisque nous soumettons que pour la persécution, il n'y aurait que des victimes directes de la persécution, et ces victimes directes étant celles que nous avons identifiées au terme de la plaidoirie, donc potentiellement toute la population de Tombouctou, avec les restrictions que nous avons mises sur les conditions d'identification, puisque les victimes indirectes, telles que nous sommes en mesure de les estimer, les victimes indirectes du crime de persécution seraient limitées aux personnes qui n'auraient pas été à Tombouctou à ce moment-là, mais auraient subi éventuellement un préjudice lié au préjudice des victimes directes, donc des personnes présentes à Tombouctou pendant la période qui fait l'objet de la condamnation. Et alors, par ailleurs, effectivement, le préjudice transgénérationnel, le cas échéant. Mais donc, peut-être pour faire une réponse facile à votre question, oui, donc notre proposition vise les victimes directes et indirectes, effectivement. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre réponse. Now I would like also to pose a question, and this is for the Trust Fund for Victims. And for the sake of the time, I will pose two questions. The first one is related to the security situation. And my question is, how does the security situation impact the Trust Fund ability to actually carry out a collective reparation program on the ground? This is the first question. The second, and I think it also has an implication, is about the principles. This morning you referred to the principles of reparations and also referred to their evolving nature and the importance of refinement. In particular, you mentioned two areas for refinement. One is conflict sensitive, and the other is adaptive prioritization. Could you please elaborate a bit further on both elements, please? Thank you, Your Honor. I will respond to the first question on the security situation first. As we are all aware, the implementation in the Al-Mahdi case is at the moment ongoing. So despite the security situation, reparation implementation continues until the end of this year when the program will conclude. Each modality in our submission has a specific security profile. Each modality has different requirements. So we see it as the task of the Trust Fund in developing the implementation plan and later on in the implementation to actually assess and reassess the security situation with respect to each of the modalities according to the risk profile of each such modality. As has just been said also by the colleague in the defense, the reparation implementation is dynamic, and the security situation in particular speaks to that. We need to adapt continuously to any changes. We might have to pause a program. We
we might, because of the security circumstances, but then we might be able again to continue. These decisions will have to be taken as they arise. From the perspective of the trust fund, also in this context, it's very important to point out the more we are connected to the community and to the victims, the more we have a good cooperation with the state, like, for example, Mali, a state party in the Al-Mahdi reparations, the better also the security situation is for us. The more we are grounded, the better the implementation will proceed. These are the submissions on the security situation. Just to conclude in that sense, we consider as the issues arise, we assess them, but from the very beginning, we have a risk profile and we follow up on the risks that exist with respect to each modality. On your second question, the principles of reparations, indeed we have specifically averted to the conflict sensitivity as a principle that is at the moment, in our view, not yet mirrored in the reparations principles. There is a very clear principle on gender sensitivity, but the principle of conflict sensitivity, which is so important to, as we have heard from many of the colleagues today as well, to really move forward towards reconciliation and restoration of peace, if possible, in that environment is very essential. And as an example, in the Al-Mahdi reparation implementation in particular, we did not only have a consultant for gender sensitivity, but also for conflict sensitivity, which made it possible to create a participatory mechanism in a way that decreased the tension, that allowed for inclusion, and that really has embedded the reparations in the Timbuktu society. For the second point, the adaptive prioritization, this is linked to the submissions we made in June, the written submission, where you asked the question relevant to prioritization of victims. So in this respect, it's the, in the TFV's experience, determining the prioritization is best with the victims and the communities. For us today to determine the prioritization and say this is how it will be has shown in recent cases as difficult. Prioritization of measures or prioritization of victims does not always correspond to the realities of implementation in the end, to the security situation, to the funding available, to what we can actually do on the ground, and also to what is most accepted by the victims. So our suggestion, therefore, is to amend the principle that is already there on prioritization in the reparation principles and basically make it clear that the implementer, together with the victims and the community, will determine the criteria for prioritization, to leave, so to say, flexibility and to the trust fund and the program implementation in this respect. Thank you. Thank you. Thank you very much for your responses. I have one last question. And for this question, I would kindly request a private session, Judge President. It will be very short, so I hope that we will remain in private session for a short period of time. Thank you very much. Just for those in the public gallery, we will be going into private session where you will not be able to hear, but we don't expect it to be very long, so be patient with us. Court Officer, could we move to private session, please?
We are back in open session, Madam President. Thank you very much. My thanks to Judge Flores. I understand that that was her questions. I turn now to my colleague, Judge Peck. Thank you, Judge Prost, the presiding judge. And thank you for the parties and participants for your oral submissions. And I have several questions. And my first question goes to the legal representatives of victims in relation to the operation to non-Muslim community. In your written submissions at paragraphs 81 and 82, the LRVs raised the need for the reparations to take the experience of non-Muslims into account. Can Council kindly explain what, in your view, would be the appropriate types and modalities of reparations to address the harm suffered by this non-Muslim community in connection with the crime of religious persecution? Monsieur le juge, je vous remercie pour cette question. Vous aurez noté que cette question donc, de la question des modalités de réparation qui seraient appropriées à l'égard de cette catégorie de victimes a été brièvement abordée également par Maître Ncita ce matin en plaidoirie. Et nous avons effectivement posé la question aux communautés qui ont été rencontrées, c'est-à-dire aux responsables d'un certain nombre de lieux de culte, donc personnes morales, non musulmans. Alors, le constat, il est celui, en termes de préjudice, de la destruction des bâtiments et de leur contenu. Donc, le contenu qui sont les ensembles des objets de culte. Le tout a été détruit et interrogé très concrètement sur le type de réparation qui permettrait, dans une certaine mesure, de rencontrer ce préjudice. La réponse a été que la restitution des objets de culte était quelque chose de très compliqué, de très difficile, pour une série de raisons, et que par conséquent, une indemnité serait quelque chose qui pourrait, dans une certaine mesure, les satisfaire ou compenser en tout cas une partie du préjudice subi. Mais du fait de la destruction complète à la fois des bâtiments et de leur contenu, en fait, il est difficile d'envisager de façon concrète pour eux sur le terrain autre chose qu'une réparation sous forme d'une compensation financière à ces pertes-là. J'espère avoir répondu à votre question, Monsieur le juge. Vas-y. Je voulais compléter la réponse de Maître Gilles Goffin. Donc, la communauté non musulmane nous ont fait part des préoccupations. Une préoccupation, c'est ce qui concerne le lieu de culte, comme vient de le dire Maître Goffin, et des objets sacrés, d'après leur culte. Et le deuxième volet, c'est ce qui concerne les personnes physiques. Donc, il y a personnes morales et personnes physiques. En ce qui concerne les personnes physiques, ils sont d'avis que voilà, ils font partie de la communauté de Tombouctou. Donc, pour les personnes physiques non musulmanes, qu'on les assimile à la population de Tombouctou de manière générale. Tandis que pour ce qui concerne les objets de culte et tout ce qui leur servent de religion, ça, comme l'a dit Maître Goffin, il demande une indemnité compensatoire. Ça peut être collectif, ils se connaissent et donc ils s'arrangeront en groupe pour pouvoir répondre à leurs besoins. Je vous remercie. Thank you. I especially appreciate your efforts to consult those affected and convey their views and concerns. My second question goes to the prosecution. And in your written paragraph 10 to 15, the prosecution provides different sources to determine the population of the city of Timbuktu. And in this respect, I wonder
whether the prosecution can advance a theory as to the Timbuktu's population in 2012. Thank you, Your Honour, Madam President. Diane Looping on behalf of the prosecution. Yes, in response to that question, Your Honour, whilst obviously we have to be clear that it's not possible to provide any exact numbers of inhabitants living in Timbuktu City in 2012, for the reasons we elaborate on at paragraph 13 of our written submissions, the prosecution does consider that the number provided by the legal representatives of victims of approximately 50,000 to be reasonable based on the different sources available and for the following reasons. As mentioned at paragraph 12, footnote 22 of our written submissions, the Malian Institut National de la Statistique states that there were 54,629 people living in Timbuktu Urban Commune based on the 2009 Malian census. It would then be reasonable, Your Honours, to interpret the other figure drawn from the Malian 2009 census of 87,552 living in Timbuktu Urban, cited at paragraph 11 of our submissions, as rather being a reference to the total number of people living in all of the urban centres of Timbuktu region, rather than Timbuktu City alone. We would refer to the witness mentioned at paragraph 15 of our written submissions, who considered that this figure of 87,500 plus as being too high as a number of those living in the city. He believed that it was a figure closer to 35,000. Indeed, he lived in Timbuktu City during the events. We do consider him to be a credible and reliable witness. However, his figures are based on personal observations, and we would submit that numbers obtained from a more formal process of the Malian census to be more reliable, and that, therefore, the figures of 2009 provided of more than 50,000, as at 2009, to be likely to be reliable, and they will in fact be even lower than the figures one would have expected in 2012 if you take into account an increase, natural increase in population due to births. And even with taking into account unrest in the area at the time, for all these reasons, the prosecution considers the estimate of 50,000 provided by the legal representative for victims to be both not unreasonable and likely, in fact, to be a conservative figure. Thank you. Thank you, the prosecution, for your further elaboration, explanation about your position, which was explained in the written submissions. Now, my next questions go to the Trust Fund for Victims. I have two questions, both of which are connected to the security situation. I understand you have already mentioned and elaborated on some as the security situation's impact on your plan. And my first question is related to the draft implementation plan. Given the current situation in the country, can the TFV provide any estimate as to how many months you may need to submit a draft implementation plan? And the second question is are there any specific and particular types and modalities of reparations that are not feasible or recommended given the current security situation in the region? And conversely, are there any particular types and modalities that will be the most effective given the security situation? And your further explanation on this one will be helpful for the Chamber's better understanding. Thank you so much, Your Honor.
On the first question, that is the duration and the time needed to develop the draft implementation plan, and I note that you are linking that indeed to the security situation. I would like to recall that in the Ongwen case, we had the trust fund was given 6 months to develop the draft implementation plan based on a new format developed by the chamber. And in that period, the trust fund was able to have extensive consultations with the victims and then develop and many other stakeholders, and then develop the draft implementation plan. So to do so, therefore, the trust fund needs to collect and analyze diverse sets of data, needs planning, conduct these consultations, coordinate stakeholder inputs. The trust fund also has to assess the collected information, devise an implementation strategy, and then validate the proposed plan, including involving the board of directors and the parties. We seek, therefore, perhaps in the reparation order, if possible, clarification as to the format also of the draft implementation plan, and get guidance on how the draft implementation plan should be submitted. But given the security situation in Mali and the necessity for the trust fund to travel to Timbuktu and interact with the community and the victims, and the volatile security situation, the trust fund suggests that 9 months would be necessary to develop the draft implementation plan, should the format remain the same as it was developed by the trial chamber in the Ongwen case. The trust fund also emphasizes that the use of the 2025 Victims' Voices study, based on the collection of over 800 individual narratives, provides a robust foundation for engaging in meaningful discussions with the relevant categories of victims and affected communities. I now turn to the second question. The question turns around the feasibility or non-feasibility of particular types and modalities of reparations. The trust fund first recalls then in its written submissions, certain types of and modalities of reparations were developed. In so doing, the trust fund has considered the appropriateness of these modalities of reparations. And part of such considerations of the appropriateness of reparation modalities are feasibility considerations. So the trust fund took these considerations into account in suggesting the modalities that were included in the submissions in June. In that sense, there is very little to add from the position of the trust fund as to whether or not the proposed modalities are feasible. Previously, I've already alluded to the fact that for each modality there will have to be a different risk profile, and feasibility, of course, is a matter that then plays a role throughout the implementation. That is the question I responded earlier. In that sense, there is one aspect that has been raised by the parties, that's in particular compensation, and the trust fund would like to underline that mobile money is a way how payments are regularly made in Mali, and it functions very well. Mobile money transfers have been used by the trust fund in the case Al Mahdi,
And that also ensured confidentiality in the sense that upon the evaluation of that case, victims were satisfied how the transfer of money took place, and they also felt safe. And I conclude the submissions on this point. Thank you. Thank you. Back to you, Presiding Judge. Thank you very much. Judge Peck indicates that's the end of his questions. I have just a couple of questions that I would like to pose at this point. First, Ms. Taylor, for the defense. The defense has made substantial submissions today about Mr. Al-Hassan's previous apologies, and in particular with reference to the apology, I think it dates from April 2025, the statement. You said in your submissions that this statement has been translated and distributed broadly. I'd like you to elaborate on that as to, in particular, the distribution point of view. How has it been distributed, if you're able to do so? And to where? Certainly, Madam President. May I address this in private session, though? You may, Ms. Taylor, I would ask you to be as brief as possible then once we go into private session. But I have asked for the elaboration myself, so. Court officer, and again, to the public gallery, we expect it to be a brief session. Court officer, private session, please.
We are back in open session, Madam President. Thank you very much, Madam President. On your screens, you will see Mr. Alassane apology. It is public. It is specific. He has named his crimes, he has identified the victims, and he has apologized for their suffering. These are his words, his signature. In the same way that a judgment has weight, his written words have weight and are consequential. And the steps taken to disseminate this exceeds what has been recommended in other cases where the defendants were invited to give confidential apologies. And the UN Special Rapporteur on the Right to Truth, this is reference 11, has said that reparations should be tailored to the culture in question. And we have heard today that actions often speak louder than words. And I'd like you to focus on what Mr. Alassane is suggesting to do with his actions. He has offered to contribute money for an animal to be sacrificed and distributed as food, as is consistent with local traditions. He is also willing, which I did not mention earlier, to do a handwritten manuscript, which can be handed over to the Timbuktu community and stored in a municipal building. In that way, if the victims wish to regard his apology, they can do so. If they don't wish to do so, they do not need to do so. The community can use it in whatever way they deem fit. We've also established contact with persons within the Vivre Ensemble Festival, which will take place in December this year. And that manuscript can be handed over to the Timbuktu community during the Vivre Ensemble community. We listened today to Maître Kasongo to discussing the possibility of written apologies to the groups of victims he represents. Mr. Alassane will write a written apology to those victims and any victim who wishes to receive such an apology. This is all that he is willing to do. His personal situation is dynamic. His family situation is dynamic. But while Timbuktu is his home, he's also given written assurances not to return to Timbuktu before at least March 2028 to respect the wishes of the victims. He does not know if he will step foot in Timbuktu again, but he does hope that through his conviction, through this hearing, through the actions he is committed to take, that the victims and the community of Timbuktu know what he did, know why it was wrong, and know that he apologizes to them from his heart. Thank you. Ms. Taylor, on this same point, I'm going to turn to the legal representatives of victims in the Office of Public Counsel for Victims to ask if you have any comments, any additional submissions. You have made submissions on these issues, but anything additional arising from the submissions that have been made today, particularly by Ms. Taylor. I'll start with you and then proceed to the OPCV. Please, you have the floor. Je vous remercie, Madame la Présidente. Simplement, sur la question des excuses, comme vous l'avez relevé, nous avons déjà soumis des observations à cet égard. Elles restent inchangées. La position des victimes reste inchangée. Et une petite remarque complémentaire, c'est le caractère possiblement très clivant d'excuses qui peuvent être prononcées de façon partielle vis-à-vis de certaines victimes, pas d'autres, ou dans des conditions qui ne sont pas totalement contrôlable, je dirais. Et donc, il y a quand même un risque sur la façon dont tout ça peut être fait. Autre chose, mais peut-être que j'anticipe sur vos prochaines questions, c'est que la question des excuses, elle présente maintenant, à cette heure-ci, un aspect ou une coloration particulière dans la mesure où nous et les victimes la lions à la question de la contribution de M. Alassane. Et nous aurions beaucoup à dire sur ce point-là, mais de nouveau, peut-être que j'anticipe des questions que vous voudriez nous poser sur vraiment la question de la contribution, de ce que M. Alassane appelle sa contribution aux réparations. S'il n'y a pas de question de la Chambre sur cette question, je me permettrai de vous demander la possibilité d'aborder cette question le plus rapidement possible. Si cela fait partie des questions que vous vouliez poser, quant à savoir effectivement la position des RLV de l'OPCV sur la proposition de M. Alassane en termes de contribution aux réparations. Voilà, encore une fois, nous avons un certain nombre de choses qui sont, je pense, importantes à dire au vu de l'objectif de l'audience aujourd'hui. Donc je ne sais pas si j'anticipe sur de futures questions ou si vous m'autorisez à l'aborder maintenant.
I think you might as well address it now because there's no plan-specific question on that. But if you have a reaction, which is obviously to what has been said today, please proceed. And then I'll turn to OPCV and you can address both points as well. And actually, while you're at it, there's one additional point which you may want to express a view on, which is whether you have any views on his willingness to contribute to future symbolic ceremonies. Whether you have any submissions on that. He's indicated that ability. So if you, but you can comment generally on contribution, including that if you wish or not. So please proceed, you have the floor. Je vous remercie, Madame la Présidente, et je pense que ma réponse sur les contributions vaudra dans une certaine mesure sur la position que nous prenons par rapport à une proposition de participer à des réparations symboliques, parce que je dirais que c'est dans le même, voilà, la même catégorie d'idées et de réflexions que nous aurions à faire. Alors, simplement en 3 points sur effectivement les propositions qui ont été formulées en termes de ce qui est appelé une contribution, effectivement. Nous l'avons déjà dit, et je pense que mon estimé consoeur l'a répété, effectivement, c'est quelque chose sur lequel il n'est pas facile d'avoir une position unanime des victimes. Certaines seront plus favorables que d'autres. Deuxième point, nous insistons sur le fait qu'en réalité, il est important, peut-être aujourd'hui plus qu'à tout autre moment, de garder à l'idée que le condamné reste responsable des réparations. Il est responsable de réparations. Le système a été placé comme étant un système sur lequel le condamné, effectivement, garde sur lui la responsabilité des réparations, le fonds étant un intermédiaire qui peut effectivement suppléer à la mise en œuvre et à l'exécution des réparations dans le cas de l'indigence du condamné. Et donc, ce système-là, pour nous, et nous l'avons défendu dans d'autres dossiers, et c'est important aussi pour les victimes que ça reste clair pour tout le monde, le système devrait être celui d'un monitoring continu de la situation du condamné qui doit pouvoir, dans toute la mesure du possible, assumer ses obligations en matière de réparation et, le cas échéant, rembourser le fonds des réparations, même si tout ça, évidemment, apparaît comme un scénario assez idéaliste, mais en tout cas, sur le principe, il est important de rester dans ce qui a été établi par le statut et le règlement de procédure, notamment en son article 98. Alors, nous avons noté qu'il y a effectivement même eu jusqu'à des discussions effectivement entre la défense et le fonds sur la façon dont M. Alassane pourrait contribuer aux réparations, sur la forme ou l'affectation qui serait faite à ces contributions, et j'ose espérer que nous n'assisterons pas au final à un remerciement de M. Alassane pour une contribution aux réparations, puisque, comme je l'ai dit, pour nous, la réparation, elle reste une question de responsabilité totale dans le chef de M. Alassane. Et le message qui est diffusé ici est vraiment un petit peu préoccupant du côté-ci de la salle d'audience, puisque nous avons cette idée de contribution à quelque chose qui donc fait complètement effacer de nouveau cette notion de réparation sur laquelle je suis désolée d'insister, mais elle est de nouveau importante. Et avec en plus, comme nous l'avons entendu de la part de la défense, des propositions extrêmement détaillées sur comment il conviendrait de mettre en œuvre ces réparations. Donc c'est une situation un petit peu inconfortable pour le moins de notre côté, parce qu'il nous semble que l'essentiel des principes est un petit peu perdu de vue et que le message devrait rester clair sur les questions de responsabilité. Un dernier point pour en terminer. Le système tel qu'il a été posé par le statut et le règlement et dont j'ai parlé, il est aussi important en termes d'objectifs de non-répétition et de dissuasion. C'est-à-dire que cette idée que la responsabilité reste dans le chef du condamné, effectivement, elle est aussi importante dans la perspective d'essayer de dissuader de la répétition et d'essayer de progresser sur des objectifs de dissuasion. Voilà, et je pense que je vais m'arrêter ici. Je vous remercie, Madame la Présidente. Thank you very much for those submissions, which are helpful to us. OPCV, please.
Merci, Madame la Présidente. Sur la question des excuses, comme j'ai indiqué dans mes écritures, en tout cas certains de mes clients ne s'opposent pas à ce que M. Alassane puisse exprimer ses excuses. La question, c'est que moi, j'avais une préoccupation puisque j'ai vu que je sais que, bien que je n'ai pas été dans le procès, mais je sais que M. Alassane a exprimé des excuses pendant la procédure du procès et que la Chambre a décidé que ce n'était pas suffisant pour accorder une valeur atténuante à ces excuses puisque c'était trop général. Maintenant, puisque mes collègues de la Défense nous ont envoyé des références à l'expression des excuses plus récentes, moi, j'ai lu ça 3 fois. J'ai lu cette déclaration 3 fois et vraiment, je n'ai pas compris en quoi c'est différent aux excuses faites par M. Alassane pendant le procès. Puisque la note qui était que la Chambre a mise, le commentaire de la Chambre, elle était que l'excuse était trop générale, sans expression de remords ou de compassion envers les victimes. Moi, j'ai lu encore une fois cette nouvelle déclaration et je n'ai toujours pas trouvé où sont des remords, où est la compassion de M. Alassane envers les victimes. Moi, ma perception, bien entendu, c'est une perception subjective, mais moi, je vois ce texte ou cette déclaration comme une tentative de se justifier, en faisant référence aux circonstances qui étaient à l'origine des faits qu'il a dû commettre certaines choses. Donc, et moi, en tant qu'être humain, je pense que lorsque la personne veut prononcer des excuses, tout d'abord et avant tout, il faut reconnaître ce qu'il a fait. Ici, je n'ai jamais vu que M. Alassane n'a jamais dit « effectivement, j'ai commis ce crime ». En revanche, ce qu'il dit, c'est que effectivement, j'ai été condamné pour certains crimes. Je pense que ça fait quand même une différence. Ensuite, M. Alassane a dit ici qu'effectivement, je condamne ces pratiques, ces pratiques contre les femmes, etc., etc. Mais où est-ce que M. Alassane a dit ici, excusez, pour toutes les victimes qui ont subi des crimes atroces, qui ont subi des préjudices multidimensionnels, qui continuent à souffrir de ces préjudices jusqu'à aujourd'hui, où est la compassion de M. Alassane envers ces victimes? Donc, en conclusion, je trouve que cette déclaration ne pourra jamais être acceptée par les victimes. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, s'agissant de la terminologie, puisque nous avons eu des consultations à l'interne et aussi à l'externe, et que, en fait, si je comprends bien, corrigez-moi si je me trompe, dans le cas de la culture, ou bien le contexte culturel du pays de Mali, de la République du Mali, c'est qu'un mot « excuse » peut signifier que ça peut remplacer toute autre mesure de réparation. Et donc, je vous donne un exemple, encore une fois, je représente qu'un nombre très limité de personnes. Pour les personnes qui acceptent ou qui ne s'opposent pas aux excuses de M. Alassane, ça n'empêche qu'ils nous disent que quand même avec les excuses, nous voudrons avoir des réparations pour les préjudices subis. Donc pour ces personnes-là, une excuse ne remplace pas la mise en place des réparations pour justement réparer dans la mesure du possible leurs préjudices. C'est pour cette raison, moi, peut-être, encore une fois, ma position, c'est que cette question est très délicate. Et encore une fois, des consultations auditionnelles avec des groupes plus larges doivent être menées pour éviter qu'il y a des problèmes de tension au sein des communautés. J'ai écouté mes collègues de la Défense qui ont dit « Ok, nous avons fait des consultations avec des chefs, etc., avec des ONG, etc. » Je ne donne pas des noms puisque ça a été dit pendant l'audience avec le partiel. Mais ils sont où les consultations avec les victimes? Puisque moi, je le comprends que peut-être, c'est ma perception, si les chefs sont d'accord, alors la communauté doit être d'accord aussi. Ça peut marcher de cette manière-là, parce que j'ai connu ça dans d'autres affaires. Donc, ça ne signifie pas que si les chefs sont d'accord,
que la communauté doit être d'accord avec ça. Donc ma suggestion est que des consultations auditionnelles doivent être menées avec des groupes larges des victimes pour justement leur demander ce que vous en pensez. Pas en fonction de l'opinion des chefs des communautés, mais ce qu'ils ont pensé. Mais s'agissant de cette question de terminologie, c'est que peut-être, encore une fois, peut-être j'ai mal compris cette idée que l'excuse peut provoquer certaines perceptions un peu erronées. Moi, je dirais que plutôt on pourrait appeler ça comme expression de remords et compassion envers les victimes, plutôt que dire que des excuses. Ça, c'est ma suggestion. Et une autre chose, s'agissant des contributions, d'autres formes de contributions de M. Alassane, moi, franchement, sur la base de mon expérience dans des autres affaires, pour moi, au stade de la réparation, la seule façon par laquelle la personne condamnée ou reconnue coupable peut contribuer, c'est financièrement. Je voulais savoir de plus parce que je ne voyais aucune autre forme de contribution. Et finalement, je n'ai pas trouvé. Et donc, pour les victimes, et encore une fois, les consultations, je suggère, puisque c'est très important, pour que les victimes ou la majorité de la population affectée doit accepter cela. Moi, je dirais comme ça, sur la base de ce que nous avons eu comme résultat de consultation, c'est que pour les victimes, si M. Alassane effectivement veut contribuer, cette contribution doit être significative. Donc, les victimes n'ont pas besoin de contributions symboliques, puisqu'ils ont subi des préjudices extrêmes. Ils continuent à subir des préjudices extrêmes. Ils n'ont pas besoin des contributions symboliques et surtout pas la contribution symbolique financière. Nous avons entendu, je vais conclure, excusez-moi, nous avons entendu le fonds au profit des victimes, c'est que même selon les estimations les plus conservatrices, ça va coûter beaucoup d'argent. On comprend que M. Alassane n'est pas en mesure de contribuer de façon significative. Et donc, pour les victimes, non, je pense que ça serait peut-être considéré comme insultant. Ça pourrait être considéré comme insultant. Je vous remercie. Thank you very much for those submissions. I have one final question, and it is directed to OPCV. Very brief answer, please, to the question, if you could, because it's just very focused on an evidentiary point. This relates to a completely different topic. It is, the Chamber notes that in some of the cases of sentencing without due process, so it focuses on that, there is no direct evidence in the court record that the sentences were ever carried out. And in your submissions at paragraph 44, you're seeking both moral and physical harm should be included in reference to the direct victims of the crime under count 6. Just briefly, can you elaborate on your proposal, notably in the circumstances outlined above? What are you arguing specifically in terms of the basis for, in particular, physical harm? Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vais essayer d'être très bref, excusez-moi, pour une intervention un peu plus longue. Alors, moi, je rappelle que dans le jugement dans cette affaire, la Chambre a conclu que le crime sur le chef d'accusation 6 a été commis de l'une des deux manières suivantes. Premièrement, soit par l'exécution de peine à l'absence de jugement, et dans ce cas, la peine a été exécutée sur le champ, et donc les victimes, clairement, ils ont subi un préjudice physique. Soit par le prononcé de peine, par un tribunal non régulièrement constitué, mais dans ce cas-là, en attendant l'exécution, les victimes ont été placées en détention. Et dans le cadre de cette détention, ils ont subi des préjudices différents. Je comprends que peut-être certains aspects des conditions de détention ne font pas partie du jugement, mais puisque nous sommes au stade de la réparation, avec le standard de la preuve qui est un peu différent, et les informations que nous avons mises dans nos écritures ont été données par nos clients. Donc, encore une fois, c'est de cette manière que je peux expliquer. Et aussi, je voudrais justement attirer l'attention, c'est que selon la jurisprudence de la Cour, dans Ongwen, et c'est ordonnance de réparation, paragraphe 168, le préjudice physique peut découler d'un tort ou d'une douleur ou d'une souffrance n'étant pas causée par une blessure physique.
Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait être en soutien de notre approche. Je vous remercie. Thank you very much for that clarification. À moins que mes collègues n'aient d'autres questions, l'audience touche à sa fin. Avant de... I'm sorry. Thank you very much, Madam President. And I would ask to just have 1 or 2 minutes to have the last word, as is the right of the defence, to address issues that weren't raised previously. As I said, it will be very brief. Alex. It's on an issue that No. touches Mr. Alassane responsibility personally. Ms. Taylor, we're not in the trial proceedings, we're not in the sentencing proceedings, we're in the reparations proceedings. You've had an extensive opportunity to address the matters, you've made extensive submissions. The responses I've drawn from the victims were directly related to matters that you raised, and this can't be a ping-pong match, so. We completely understand. It was just on the issue of the count 6, the additional harms of count 6. That was the only issue we were intending to address. And as I said, I could address it in 1 minute. I didn't address it earlier because we were waiting to hear what the submissions were. Well, I think we have sufficient information on this. There's submissions on count 6. We have your submissions on count 6. So that was just a point of clarification in the OPCV. So I really don't think we'll need the submissions. We're well familiar with the count 6 arguments. I just wanted some clarification on the physical harm point. So I think we can conclude it there. Thank you very much. L'audience touche à sa fin. Avant de conclure cette session, je souhaite remercier les parties et participants pour leur esprit de coopération et pour la bonne entente dans laquelle s'est déroulé l'ensemble de nos débats. Je tiens également à remercier les interprètes. C'était un peu difficile aujourd'hui. Merci pour ça. Les sténotypistes ainsi que les agents de sécurité de la Cour pour leur contribution essentielle au bon déroulement de cette audience. Je tiens enfin à adresser mes derniers mots à celles et ceux qui ont assisté à cette audience depuis la galerie publique ou bien à distance, et j'espère notamment depuis le Mali, avec une pensée particulière pour les victimes et l'ensemble de la communauté de Tombouctou. The Chamber will now proceed to the deliberation phase of these proceedings. The parties, participants, and the public will be informed at the appropriate moment of the date the reparation order will be rendered. And as there is nothing further, this hearing is now adjourned. All rise, veuillez vous lever.